Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Casa Foot, votre podcast balado-diffusion et vidéo-diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. En cette journée de la Saint-Patrick où nous enregistrons l'actuel épisode, eh bien, ça souligne aussi en quelque part l'arrivée du printemps, mais ça souligne aussi l'importance de la couleur verte. Et considérant notre Kaiser qui nous accompagne régulièrement depuis le début de l'émission, ben pour lui, le vert, c'est surtout le vert du golf, bien entendu. Il a certainement hâte de retrouver maintenant que la saison hivernale tire à sa fin. Allô, Frenda, comment ça va aujourd'hui, David? Allô Mathieu, salut à tous. Ça va, on est un petit peu groggy. On va en parler bien sûr au fil de notre discussion du bilan général de 2 sur 7 pour les Coupes d'Europe pour les clubs allemands. Mais voilà, on va développer tout ça. Et puis le championnat va aussi nous réjouir très vite puisque j'ai regardé un peu le calendrier des prochaines semaines et chaque fin de semaine, on a des chocs énormes, que ce soit avec Dortmund, que ce soit avec Leipzig, que ce soit dans la lutte pour le maintien, avec des derbies, avec des choses très intéressantes. Et ça c'est forcément une réjouissante, puisque pour les non-supporters du Bayern, il y en a forcément quelques-uns. On était un petit peu résignés au fil de ces 10 années passées. Donc tout ça, ce brassage-là va nous permettre de retrouver un peu de plaisir si on est un peu déçu par les résultats en Coupe d'Europe. Oui, comme tu l'as dit, 2 sur 7, généralement, c'est en dessous de la moyenne, ce qui, à l'école, n'est pas très, très, très bon. Hein, on va se le dire. Et Dieu sait que toi et moi, on était positifs à l'approche de ces compétitions européennes. Absolument. Malheureusement, ça n'a pas tourné comme on l'aurait souhaité. Et j'aimerais commencer d'abord par, selon moi, la première déception, c'est Francfort, qui jouait contre Napoli, l'équipe de Naples. Alors, cette Naples domine le championnat de la Serie A en Italie en ce moment et pourrait enfin remporter peut-être un premier Scudetto depuis l'ère Maradona au début des années 90. Alors, ça remonte fin des années 80 aussi, si on va être plus précis. Ça remonte à très loin, David, et je dis ça parce que je viens d'avoir 50 ans, donc c'est pour ça que je dis que ça ne rajeunit pas. Mais Francfort, qui était quand même le champion de la Ligue Europa la saison précédente, on croyait quand même à la possibilité de cette équipe-là qui joue bien en Bundesliga, qui a un style très bien défini sous Oliver Glasner et qui a un joueur, on en a parlé, Randall Colomwani, qui est une star montante, je pense. Toutefois, dès le match aller, ça a mal tourné, et pour Francfort, mais aussi pour Randall Colomwani, qui a subi un carton rouge, qui a reçu un carton rouge, je devrais plutôt dire, et donc était suspendu pour le match retour qui était à Naples. Francfort ayant déjà perdu le match aller chez lui contre Napoli, ça s'annonce mal pour le match retour, et finalement, on s'est retrouvé, je suis désolé de le dire, le bec à l'eau du côté de Francfort. Ça a parti en saucisse, je suis désolé du jeu de mots pour dire les choses autrement, mais voilà, Francfort a été éliminé, mais j'ai comme le sentiment qu'il y avait moyen de faire mieux du côté de cette équipe, surtout que quand on regarde le résultat de cette compétition pour Francfort, de ce déroulement dans le match aller-retour contre Naples, on n'a marqué aucun but. Alors que Naples en a marqué 5. Je comprends que Naples a une très bonne attaque, mais Francfort n'a pas trouvé le moyen de marquer. Dans le match retour, ça peut se comprendre, on n'a pas Randall Colomwani, mais quand même, au match aller, pour moi, c'est là que tout s'est écroulé. Mais est-ce qu'on a une explication autre que ça pour expliquer comment ça a mal tourné pour l'Eintracht Francfort? Il y a une conjoncture pas hyper favorable après une bonne période pour cette équipe de Francfort cette saison, après une espèce d'installation progressive vers le haut du classement, avec une équipe qui a assis un certain standing où les gens autour se disaient « Oh, ils sont quand même impressionnants, c'est un candidat à l'Europe, à la Ligue des Champions pour la saison suivante, à la qualification en fin de saison au championnat ». Oliver Glasner était sur la pente ascendante avec l'entente avec son groupe, avec ce qu'il arrivait à produire, avec également, puisque parfois la lecture individuelle nous sert aussi quand même, effectivement, cet avènement de Colomwani avec un joueur en pleine confiance. Et puis on a l'impression que ce symbole-là, cette expulsion aussi difficile, dure à digérer, injuste, on pourrait presque dire si on est supporter, qu'inéluctable, parce que l'arbitre a sanctionné un geste dangereux,
a servi de symbole, effectivement, à la déconfiture derrière. Ça, c'est l'explication individuelle. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé. On connaît cette formule célèbre. Mais vous avez vu peut-être le match retour aussi. On avait quelques espoirs. Il y avait eu un storytelling, comme on dit en France, avec ce franglais un peu désagréable, où Francfort nous avait fait comprendre que oui, il y avait moyen de réussir quelque chose. On était très motivés. 2 buts de retard, ça n'était pas rédhibitoire, etc., etc. Et puis, si vous avez regardé le match, vous vous êtes aperçu que Naples, au retour comme à l'aller, était meilleur, plus fluide, plus d'idées, plus d'impact offensif. Je ne parle pas de l'impact physique, je parle simplement de la capacité à mener ses actions à leur terme. Et surtout, c'est plus cruel peut-être, mais ça remet Francfort peut-être à sa juste valeur aujourd'hui footballistique. Un Naples, Mathieu, plus fort techniquement. Moi, j'ai vu sur le but de Naples, je crois que c'est l'ouverture du score de Naples dans ce match retour, un contrôle de Sebastian Rode, international allemand, ancien joueur du Bayern, ancien joueur de Dortmund, un contrôle de balle, du tibia ou du genou, qui part à 10 mètres. Le ballon est récupéré par les Néapolitains, on est devant la surface de Francfort, but. À ce niveau-là, contre une équipe en pleine bourre, des erreurs comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, je tape sur un joueur de manière un peu injuste là aussi, mais pour dire que peut-être, on a considéré l'équipe de Francfort comme un peu meilleure qu'elle ne pouvait être réellement, intrinsèquement, sur la somme des individualités. Et comme elle va un peu moins bien aujourd'hui, il y a quelques soucis. Il y a l'absence de Kolo Muani, tu l'as dit. Il y a des joueurs qui sont moins efficaces. L'entraîneur a peut-être moins de solutions aussi pour remplacer certains joueurs ou pour trouver des plans B, des plans C. Et là, on a buté contre plus fort que soi, au moins à ce moment-là de la saison, au moins cette saison. Francfort a communiqué derrière sur les réseaux en expliquant que c'était déjà très bien d'en arriver là. Et effectivement, Francfort en Ligue des Champions en huitième de finale, c'est déjà une belle victoire. Mais on est déçu parce qu'ils ont produit contre une équipe certes plus forte, mais Francfort a rencontré des équipes plus fortes aussi dans les saisons précédentes en Coupe d'Europe et avait su parfois, souvent, passer à son avantage le petit déficit global. Là, ça n'a absolument pas marché et la lumière crue a été mise sur les petites insuffisances collectives, individuelles. Voilà. Est-ce que Francfort est une équipe plutôt de haut plateau d'Europa League? Certainement. Est-ce que Francfort est une équipe plutôt, allez, entre la 4e et la 6e place en Allemagne? Probablement. Et donc, eh bien, quand vous avez un adversaire en confiance et avec du talent, vous butez sur celui-ci. C'est le constat du moment, avec pas trop de recul encore, mais peut-être qu'il faut savoir se contenter de ça aussi pour cette équipe actuellement. C'est possible, mais quand même, j'aurais espéré que ce soit un peu plus, disons, serré et que Randall Kolo Muani, sans carton rouge, joue le match retour. Je veux dire, ça n'aurait pas été indigne un résultat, on va dire, plus serré, mais là, on avait l'impression que Napoli a dominé de la tête et les épaules quand on regarde ça, peut-être avec un regard, je dirais pas plus détaché, mais peut-être plus porté quand on regarde le résultat final et par aussi le scénario et la perte d'un joueur comme Kolo Muani au match retour parce qu'il est suspendu. Ça dénote en quelque part que, et je n'ai rien à dire sur le niveau de Francfort. Et Napoli pouvait toujours gagner quand même, je pense, sur papier qu'ils avaient une meilleure équipe aussi. Ça s'annonçait plus serré, mais là, les circonstances ont fait que tout est tourné au désavantage de Francfort et ses lacunes ont ressorti davantage aussi, ses limitations aussi. En revanche, du côté du RB Leipzig, qui était face à un très gros morceau, c'est-à-dire Pep Guardiola et Manchester City, au match aller, Leipzig a trouvé le moyen de faire un verdict nul de 1-1 devant ses partisans, mais beaucoup ont dit que c'était un match que Leipzig aurait pu gagner. On sentait que Manchester City, on en avait parlé, toi et moi, David, lors de notre précédent épisode, que la crise qui traversait un peu les hommes de Pep Guardiola se poursuivait. On avait du mal à trouver la chimie, à concrétiser avec Erling Brandt Haaland. Et là, on se posait la question, est-ce que Guardiola avait vraiment besoin d'un vrai neuf alors que son
son style, sa façon de construire son collectif ne nécessite pas vraiment la présence d'un neuf. Bref, tout ça s'était débattu, et pas juste en Angleterre, mais partout en Europe. Donc, il y avait un coup à jouer pour Leipzig et ça s'est terminé 1-1. Pourtant, on avait le sentiment que Leipzig n'a joué que 45 minutes puisqu'ils ont été chercher le but égalisateur en deuxième demi en acceptant de jouer les yeux dans les yeux contre leurs adversaires, alors que dans les premiers 45 minutes, on a semblé pas trop vouloir prendre de risques. On s'est replié un petit peu dans son territoire. Et oui, Manchester City a eu de la difficulté, puis ils ont marqué un but sur une erreur, certes, mais on sentait que c'était pas huilé et qu'il y avait quelque chose à faire. Et il y a peut-être un regret, du moins pour le match aller. Par contre, on a l'impression que lorsqu'on est arrivé au match retour, 3 semaines après, ben là, Pep Guardiola a comme levé tous les doutes, et Erling Braut Haaland aussi, puisqu'il devient il est devenu le 3e joueur de l'histoire à inscrire un quintuplé, et il l'a fait en 60 minutes, alors qu'il n'a que 23 ans, en Ligue des Champions. Les autres étant Léo Messi et Luis Adriano. Mais non, il n'y a même pas Cristiano Ronaldo qui a fait un quintuplé en Ligue des Champions. C'est bien pour dire comment c'est très rare. Et Manchester City a dominé de la tête et les épaules le match retour. C'était la machine de guerre à ça à quoi on s'attendait. Et là, Leipzig a très, très mal paru. En plus d'avoir son meilleur joueur, Christopher Nkunku, qui n'était même pas à 100% pour ce match. Et on sait que Leipzig n'a pas les mêmes ressources que Manchester City. Alors, je résume ça à des regrets pour le match aller, d'aller peut-être chercher un résultat positif. Mais quand on regarde ce qui s'est passé au match retour, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Finalement, non. On dirait qu'on a choisi ce match-là du côté de Manchester City pour enfin débloquer, si on veut, lâcher le frein à main. Et là, il n'y avait plus rien à faire du côté de Leipzig, surtout avec un Nkunku qui n'était pas à 100% pour ce match retour. Et là, Marco Rose, il s'est retrouvé pris dans le fond avec une machine sur papier, son effectif, qui n'était pas de taille face à un adversaire en face. Moi, c'est le constat que je fais. Je ne sais pas quel est le tien, à part peut-être l'occasion ratée au match aller, mais 3 semaines plus tard, disons que les doutes étaient élevés, même si avant le match, tout le monde avait des questions, on se demandait si Manchester City allait sortir la grosse machine. Ça prouve quand même qu'on a toujours des incertitudes avec Pep Guardiola, mais face à Leipzig, on dirait que là, tous les doutes ont été levés. Match nul à Leipzig contre Manchester City, puis défaite à l'extérieur à Manchester au retour, c'est assez logique. Leipzig deuxième de groupe, Manchester City premier de groupe, on se retrouve sur quelque chose d'assez logique, un rapport de force effectivement que tu as décrit. Je ne vois pas de scandale à arriver à aboutir à ce résultat-là. Tu vas en dire un mot forcément, il y a le tirage au sort pour les quarts de finale et Manchester City retrouvera le Bayern et on pourra avoir là peut-être, c'est même pas on pourra, on aura l'indication du vrai niveau de Manchester City si tant est que son niveau est constant. Ça reste à prouver, puisqu'il y a eu parfois des matchs improbables où Guardiola a pris plein de buts, il en a marqué davantage avec son équipe, mais enfin il est plus sur le terrain, mais vous me comprenez bien. Mais il a entraîné le Bayern, on va en reparler plus tard aussi. Ça va donner, là tu devances un peu, mais ça va donner une confrontation intéressante. Parce que Guardiola connaît bien le Bayern pour l'avoir entraîné, connaît certains des joueurs qui sont encore là aussi. Et Haaland a déjà joué en Allemagne aussi. Bref, je ferme la parenthèse. Oui, je disais ça parce que ça pourra permettre de compléter notre analyse. Sur le match aller, des regrets, oui et non, parce que le fait de revenir de 0-1 à 1-1 pour Leipzig contre Manchester City, c'est déjà une forme de victoire. Après, on peut dire... mais le regret, c'est peut-être de ne pas avoir accepté de jouer le match pour profiter du fait que ça n'était pas huilé à Manchester City. On est à la maison, on n'a rien à perdre. Tout à fait. Et Marco Rose aime le style offensif. On en a parlé souvent. Il admire même Guardiola d'une certaine façon comme entraîneur. Je ne sais pas trop. Des fois, à un moment donné, il faut accepter aussi de jouer face à face. Je ne suis pas certain que Leipzig est configuré pour jouer avec un bloc défensif puis juste jouer la transition. Mais c'est moi, là. C'est peut-être ça le seul regret. Mais c'est un regret mineur en comparaison de Francfort tantôt. Oui, je suis d'accord. Après, ils sont capables de jouer en Umschaltspiel, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire récupérer le ballon, se projeter avec des joueurs rapides, dont Werner, bien sûr. Mais conformément à notre constat sur Kolo Muani, le constat de l'absence de Nkunku est évidemment énorme.
Il est énorme parce qu'il porte son équipe, parce qu'il a quand même, sur les derniers mois, il a été, en dehors de son absence, il a été passeur et buteur alternativement à un rythme fou. Donc évidemment qu'un joueur comme ça vous manque quand vous n'avez pas 35 joueurs du même niveau dans votre effectif. Et pour cela, il n'y a que Manchester City, peut-être Chelsea et encore. Vous ne pouvez pas vous passer sans dommage d'un tel leader d'opinion. Ça, c'est un point. Après, match retour, on est obligé de le mentionner, Mathieu, parce que ce ne serait pas complet de ne pas le dire. Arbitrage délirant sur le carton jaune donné à Timo Werner, sur la sortie en début de match, tôt dans le match, disons, du gardien mancunien, où il vient percuter Timo Werner. Il doit être sanctionné, il doit concéder un coup franc. C'est l'inverse qui se produit. Carton jaune à Timo Werner, incompréhensible, vraiment. Alors, je veux bien qu'il y ait 10% de chance que la faute soit commise par lui, mais ça fait quand même 90% de l'autre côté. Le match est complètement faussé par cette erreur d'arbitrage de mon point de vue. Ça ne veut pas dire que les forces auraient été inversées. Ça ne veut pas dire que même en cas d'une courte victoire de Leipzig à l'aller, ça aurait tout changé sur le retour. Mais là, pour le coup, ils ont été lésés, les joueurs de Leipzig. Il y a cette scène dans le match, mais ce n'est pas la seule. Il y a un penalty aussi. Ça a énormément circulé dans tous les pays où on met son grain de sel sur les réseaux sociaux, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne évidemment. On s'est très largement étonné de ce penalty. Certains joueurs même ont dit maintenant il va falloir jouer avec les bras dans le dos en permanence quand on est dans sa surface de réparation. Ça me rappelle des débats passés. Donc là pour le coup Leipzig, absence d'un leader, nécessité de marquer des buts parce que vous avez fait 1-1 au match aller. Bon, certes, le but à l'extérieur ne compte plus, mais vous voyez l'idée. Plus arbitrage défavorable dans des scènes clés du match, ça fait beaucoup face à une équipe contre Manchester City. Pour Leipzig, ils le savent, pour gagner, pour sortir une équipe comme ça, il faut que tout réussisse. Il faut avoir de la réussite offensivement, il faut avoir de la réussite défensivement, ne pas faire d'erreurs, peut-être un peu de chance sur un ou deux hors-jeu ou sur une ou deux décisions arbitrales. Il n'y a eu rien de tout ça. Il n'y avait donc rien à espérer à partir du moment où Manchester a commencé à dérouler son jeu, c'était terminé. Mais oui, je suis d'accord avec toi et avec d'autres pour m'émerveiller. Le mot serait trop fort parce qu'encore une fois, je demande à voir sur l'ensemble de la campagne européenne, plus le championnat d'Angleterre par ailleurs. M'enthousiasmer au moins, ça, d'accord, sur ce qu'a produit Manchester City. Mais ils avaient tout au moment où le match avançait pour réussir et pour effectivement ne plus avoir le moindre doute, la moindre crainte, le moindre frein. Enfin. Dire qu'Nkunku s'en va à Chelsea durant l'entre-saison, ça fait une perte qui va être un peu difficile à combler pour le RB Leipzig pour l'an prochain. Mais bon, à tout le moins, il n'y a rien de honteux à être éliminé contre Pep Guardiola et Manchester City. Moi, je sentais que tout de même pour le match aller, il y avait un petit quelque chose à faire. Mais bon, mieux vaut avoir des remords que des regrets, diront certains. Par contre, en termes de regrets, je pense qu'on peut difficilement passer à côté du Borussia Dortmund qui affrontait Chelsea. Et parlant d'équipe en crise en Angleterre, Chelsea, s'il en est, c'est une équipe, je trouve, qui, malgré son recrutement avec des montants exponentiels pendant l'entre-saison. En fait, on en a parlé ici. Pendant le mercato hivernal, il y a eu Chelsea, puis il y a eu tous les autres, tout le reste de l'Europe, si on regarde les montants. Et pourtant, mais malgré un changement d'entraîneur en plus, quelques mois auparavant, Chelsea a du mal à trouver son élan en Angleterre, a du mal à marquer des buts. C'est quand même surprenant, malgré l'identité des joueurs qu'il a sous la main. A du mal à construire du jeu. On ne sait pas trop ce qui se passe avec Chelsea. Et Dortmund, au match aller, avait gagné 1-0 contre Chelsea et avait dominé quand même ce match, au point où on se demande si Dortmund n'aurait pas pu marquer plus qu'un but. Mais au match retour, le ciel, on dirait, est tombé sur la tête des jaunes et noirs. Plusieurs joueurs importants blessés. Avant même que le sifflet du match ne soit entendu. Julian Brandt, qui connaît toute une saison avec Dortmund, qui se blesse pendant le match dès les premières minutes et doit quitter le match. Une affaire de penalty, alors que Chelsea menait déjà 1-0 en deuxième demi, où un joueur allemand qu'on connaît bien, Kai Havertz, frappe le poteau, mais l'arbitre ordonne
suite à un appel du VAR, qu'on retire le penalty, alors que clairement, les joueurs qui arrivent dans la surface, c'est le joueur de Chelsea qui rentre en premier. Les joueurs de Dortmund avaient réagi tout simplement, mais on fait retirer le penalty au lieu de sanctionner Chelsea en question, qui était déjà en fait sanctionné pour avoir raté le penalty en fait. Et là, ça devient 2-0. Et donc, de ce fait, Chelsea l'emporte 2-1 au total des buts et passe au tour suivant en quart de finale. Est-ce que Dortmund va ressentir des regrets non seulement de ne pas avoir marqué au match aller, mais en même temps, est-ce que les circonstances atténuantes au match retour, c'est-à-dire beaucoup de joueurs importants blessés, et je ne dis pas ça comme une excuse, et cette décision au niveau du penalty à retirer qui est assez douteuse, parce que, bon, quand on siffle le penalty, tout est sujet à interprétation. Je ne vais pas revenir si le penalty était légitime ou pas. Moi, c'est vraiment au moment de faire retirer la reprise montre que c'est le joueur de Chelsea qui rentre dans la surface en premier. Ça n'a fait aucun doute, à peu près tout le monde le dit. Et malgré tout ça, il y a eu une décision arbitrale, je pense, qui a fait que Chelsea a gagné 2-0. Puis on a senti que Dortmund, privé de ses meilleurs joueurs, ils y croyaient plus. Puis Chelsea, bon, s'il y a bien une chose qui fonctionne un petit peu au sein de je dirais, peut-être de leur crise, c'est probablement leurs défenseurs. Leurs défenseurs concèdent peu de buts. Alors, de ce côté-là, ça va. Mais même, je veux dire, si Chelsea a dominé la possession dans ce match, on a quand même le sentiment que Dortmund a raté une belle opportunité, c'est sûr, mais que des circonstances n'ont pas aidé non plus. Tellement qu'on commence à remettre en question l'idée d'avoir un écart de 3 semaines entre le match aller et le match retour, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver entre-temps. En effet, Dortmund a perdu 4 joueurs, voire 5 si on inclut Julian Brandt. Des joueurs importants. À un moment donné, tu ne peux pas rafistoler un effectif comme ça avec des titulaires quand tu es rendu à changer la moitié de ton effectif. Ça ne peut pas être sans conséquence. Alors, bref, il y a certainement des regrets, oui, mais avec des circonstances atténuantes, je pense, du côté de Dortmund pour expliquer cette élimination face aux Blues de Chelsea. Oui, je suis plus surpris par le manque de réaction autour de Dortmund sur ce choc, sur ce match-là, parce que c'est une mascarade arbitrale. Une mascarade. Je suis plus surpris par le manque de réaction, c'est-à-dire l'acceptation un peu trop facile pour moi, un peu trop passive. Bon, il ne s'agit pas de casser, de tout casser, de détruire Stamford Bridge par un acte terroriste, bien sûr que non. Mais je suis surpris du manque de réaction, plus par ça que par la rechute. On peut parler d'une rechute pour Dortmund, même si c'était Chelsea en face, un énorme adversaire, par sa surface sportive et surtout financière. Parce que la rechute, on était en train de trouver un peu de constance à Dortmund. Toutes ces victoires depuis le début 2023 en championnat qui ont permis au club de se propulser à égalité avec le Bayern en haut du classement de Bundesliga, on se disait, bon, la constance arrive. Oui, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Donc ça, de toute façon, avec Dortmund, on est habitué à des rechutes plus ou moins pénibles, plus ou moins frustrantes. Tu as parfaitement décrit la scène du penalty, c'est une erreur d'arbitrage. Ce n'est pas la première fois que la vidéo intervient de manière impromptue. J'allais dire à tort et à travers, non, parce que ça peut être justifié. Materazzi, Zidane, en Coupe du Monde, on pouvait considérer que c'était justifié, même si à l'époque la vidéo n'aurait pas dû intervenir. Là, mais c'est clairement pas l'outil qui est problématique. Pour moi, c'est les décideurs qui ont mal utilisé l'outil. Pour moi, c'est clair. Parce que si ça saute aux yeux que c'est un joueur de Chelsea qui rentre en premier dans la surface, comment ça peut échapper aux yeux des gens qui regardent le VAR? Donc, c'est pas l'outil qui est le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Mais moi-même, j'ai été le premier à dire qu'on allait faire des erreurs malgré tout. Le VAR n'allait pas tout corriger à 100%, mais celle-là, elle était grossière. Il faut la mettre sur la liste des grossières erreurs que même avec ou sans le VAR, là, franchement, ça reste une erreur manifeste. Là. C'est une erreur. C'est une erreur d'arbitrage. L'arbitre n'a pas demandé la vidéo. La vidéo n'a pas à intervenir dans ce cadre-là, sur cette scène-là, à partir du moment où l'arbitre ne l'a pas demandé. Donc c'est une erreur. Sur le coup, le Borussia Dortmund a été floué. C'est pour ça que je suis un peu surpris du manque de réaction à ce niveau. Mais passons. Dortmund, oui, c'est une forme de rechute parce qu'on espérait 2 matchs pleins. Sur l'aller et sur le retour, c'est vrai que l'absence d'Adeyemi, l'homme le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, plus l'absence de Brandt,
le meilleur joueur de la Bundesliga à ce moment-là. Plus l'absence de Moukoko, qui est un plan B crédible malgré tout en attaque derrière Sébastien Haller, alors qu'Anthony Modeste est une erreur de casting. C'est un scandale qu'il ait été arraché à Cologne. C'est un autre sujet. Ça ressemble plus à un recrutement d'urgence en début de saison, là, quand on avait des problèmes avec Haller, qu'on avait été chercher, mais qui, suite à sa maladie, allait être absent là, pendant un bon bout de temps. C'était ce qu'on appelle en anglais un panic buy. Oui, tout à fait. Et puis, à l'autre bout de la ligne, l'absence d'un gardien qui était actuellement le meilleur de Bundesliga, là aussi, Gregor Kobel, le Suisse, qui a été remplacé par un gardien de talent, de qualité, mais ça n'était pas Gregor Kobel. Ça fait beaucoup. Contre Chelsea, ça fait beaucoup. C'est dommage pour Leipzig. C'est encore plus dommage pour Chelsea, qui était plus proche. Pour Dortmund, pas Leipzig. Pour Dortmund. C'est encore non, mais Leipzig, je reviens à notre chapitre d'avant. D'accord. Mais c'est encore plus dommage pour Dortmund, effectivement. Et ouais, il faut que ce soit des leçons qui sont tirées, mais pour tirer des leçons comme cela, il faut que les joueurs restent dans leur club plusieurs saisons. Or, ça va être très compliqué, notamment pour Dortmund, pour garder Jude Bellingham, même si je me suis laissé dire que le club allait proposer un salaire doublé sur l'année. Ça ne veut pas dire qu'il sera aligné aux meilleures offres anglaises. Je pense que Jude Bellingham a envie aussi peut-être à court ou à moyen terme de rejoindre l'Angleterre. Donc le dossier va être très compliqué pour Dortmund. Mais je cite Bellingham parce qu'il y aurait besoin de garder des joueurs comme ça, Mathieu, pour pouvoir retenir les leçons d'une année sur l'autre et pour pouvoir progresser un tour en avant en Ligue des Champions. Cela dit, sur le fond, un 8e de finale pour Dortmund éliminé contre Chelsea, ça n'est pas délirant. C'est simplement les conditions de l'élimination qui sont un peu amères, amères. Aussi bien que pour Leipzig, mutatis mutandis. Dommage dans les deux cas. Et voilà, moi, ce que j'espère, c'est que ces clubs-là, qui veulent maintenant rivaliser avec le Bayern en championnat, arrivent à retenir les leçons pour qu'en Ligue des Champions, on sente une continuité, on sente une progression d'une année sur l'autre. C'est pas gagné. C'est vrai, mais en même temps, je me dis que Dortmund, ils ont une historique en compétition européenne, et en particulier en Ligue des Champions. Ils ont quand même été en finale il y a à peine une dizaine d'années de ça, contre le Bayern d'ailleurs. Cette équipe-là a donc une culture européenne, on sait ce que ça prend pour gagner. Mais je sens qu'il y a eu des circonstances là, un peu qui ont joué un peu à leur défaveur. Peut-être au match aller, par contre, j'aurais souhaité que Dortmund marque un petit peu plus de buts contre Chelsea, parce que clairement, Dortmund avait le dessus sur Chelsea. Et on sent, et on le voit en Angleterre encore, malgré cette victoire, là, cette élimination en faveur de Chelsea, on n'a pas l'impression que Chelsea qu'ils vont croiser le Real Madrid en quart de finale. On a l'impression que c'est pas le Chelsea de l'an dernier. Et j'en reviens sur ton expression que tu as utilisée dans le dernier épisode, la jurisprudence Thomas Tuchel. J'ai comme l'impression qu'elle est en train de s'effacer, là, à Chelsea en tout cas. Parce que c'est visiblement le recrutement, là, on dirait un morceau de casse-tête là, où on met les morceaux n'importe où, puis on ne sait pas trop ce que ça va donner. J'ai comme le sentiment que contre le Real Madrid, là, Chelsea va être sévèrement puni, n'en déplaise aux partisans, aux partisans de cette équipe. Et peut-être que ce sera l'an prochain qu'on va trouver une façon de construire les choses, mais il va falloir à un moment donné trouver une façon. Là, tu ne peux pas construire 5 clubs en un, là, puis de dépenser de l'argent. Je comprends qu'il y a probablement des joueurs qui vont être vendus durant l'entre-saison, mais vendez bien, puis assurez-vous de garder les bons joueurs, puis de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Toujours est-il que pour Dortmund, je suis d'accord que ça prend un peu de stabilité, mais j'ai le sentiment que cette stabilité-là, il faut aussi pas juste la mesurer du côté des joueurs, parce qu'on a beaucoup changé d'entraîneur ces dernières années. Il va falloir trouver une façon, je pense, de s'en tenir peut-être à un entraîneur, un peu comme Arsenal a fait avec Miguel Arteta. On est patient, on construit une équipe, puis ensuite, on construit sur 3-4 ans, par exemple. On pourrait faire ça. Parce que quand même, je veux dire, on a quand même des joueurs qui sont là pendant 3-4 ans avant de partir. Donc, si on avait peut-être le même staff autour, il y aurait peut-être un peu plus de cohérence, je ne sais pas trop. Moi, je trouve que Terzic, pour l'instant, fait bien. Si on lui fait confiance et puis qu'on lui laisse les clés du camion, il y a quelque chose qui peut être fait. Puis, en même temps, du côté du championnat allemand, malgré j'allais dire l'échec, mais c'est pas tout à fait un échec. Je veux dire, le match nul contre Schalke 04 qui a fait que le Bayern a repris la tête du championnat, mais il n'y a rien qui est perdu pour Dortmund, parce qu'il y a un match contre le Bayern qui va s'en venir. Et ça, ça va être à surveiller dans nos prochains rendez-vous. Moi, je trouve que Dortmund, du moins cette année, ont montré un visage un petit peu plus cohérent que dans les précédentes années. Et c'est peut-être pourquoi ils ont
ils donnent l'impression, en tout cas, qu'ils sont plus dans la course. Et ça m'a donné aussi l'impression, quand je les ai vus contre Chelsea, qu'ils avaient les moyens, beaucoup plus que Leipzig contre City, en tout cas de battre cette équipe anglaise et d'aller au tour suivant. Mais c'est dommage, que veux-tu? Mais bon, du côté du Bayern de Munich, par contre, face au PSG, la bonne vieille sagesse voulant qu'une équipe est meilleure qu'une somme d'individus, c'est encore une fois ressorti contre le PSG. Non seulement le Bayern a gagné, peut-être pas de façon convaincante avec le style rouleau compresseur que l'on sait, mais à tout le moins, moi en tout cas, ce qui m'a surpris, et en particulier venant des choix de Nagelsmann, c'est que le Bayern a été très solide défensivement, puisque non seulement le PSG a été blanchi, mais ça veut dire que le PSG n'a marqué aucun but en 2 matchs, ça veut dire qu'on a contenu Kylian Mbappé. J'ai pas l'impression, moi, qu'il y avait eu nécessairement un plan anti-Mbappé. Là. Je crois pas à ça. Je pense plutôt qu'on avait un dispositif tactique autant pour le contrer que de savoir peut-être mieux contrer aussi les limites, en tout cas, du jeu de transition que le PSG peut montrer. Puis en même temps, ben, on a vu que collectivement, quand tu n'as pas les morceaux pour diversifier, essayer d'avoir un peu plus d'imagination pour faire ton jeu, ben, ça facilite une équipe comme le Bayern qui peut prendre plus le temps de s'imposer. Et dans les 2 matchs, il n'y avait aucun doute, il n'y avait pas photo pour moi, ça a été dans une suite logique. C'était évident que le Bayern allait gagner, même si on voit que dans la finition, il manque évidemment un Lewandowski, il manque des outils par moment qui feraient la différence, mais contre le PSG, de toute façon, on avait besoin que de faire l'essentiel. Et quand l'ossature de ton équipe est suffisamment solide par rapport à l'ossature de l'adversaire, ben ça suffit amplement. Mais je donne, moi, personnellement, plus le crédit cette fois-ci à la défensive, en particulier au pas Mécano, qui vraiment, de plus en plus, s'affirme comme un des meilleurs défenseurs tout court en Bundesliga, mais aussi peut-être en Europe. Vraiment, là, il a franchi un cap cette année. Mathis de Ligt semble avoir retrouvé des couleurs avec le Bayern après avoir échoué à son passage à la Juventus. Je ne parlerai pas de Benjamin Pavard, il n'était pas là contre le PSG, là, mais il a marqué 2 buts en Bundesliga. Et là, tout le monde passe, au moment où tout le monde pensait qu'il était fini, mais bref, ça, c'est une parenthèse là, que je vais fermer par rapport à ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment défensivement mais collectivement, surtout, que le Bayern a tiré son épingle du jeu contre le PSG. Parce qu'on avait l'impression que le PSG ne savait pas quoi faire contre la défense du Bayern. Kylian Mbappé, je ne l'ai pas senti plus menaçant qu'il faut. Les chances de marquer ont plutôt été réduites. Et quand il y en a eu, Sommer a fait les arrêts qu'il avait besoin de faire. On n'avait même pas besoin de Manuel Neuer, finalement, comme libéraux pour faire la différence. C'est comme si, justement, c'est peut-être pour ça que les défenseurs ont franchi un cap, parce qu'un gardien comme Sommer, c'est pas le même type de gardien que Neuer, alors les défenseurs se comportent un peu différemment, mais ils sont passés à une autre étape de leur progression à cause de ça. Ils en font un peu plus, puis moi, je pense que c'est là que ça s'est joué, mais probablement que tu as d'autres éléments à apporter que la sempiternelle, l'équipe versus les individus et la solidité du front défensif du Bayern, avec, bien entendu, les quelques éléments en attaque qui ont produit au bon moment, en particulier, même, j'oserais dire, en transition sur au moins un but lors du match retour. Oui, je suis d'accord avec ta lecture, surtout sur la performance tactique défensive. 3 heures de jeu, sans encaisser de but, face à une équipe qui joue sur les stars offensives. Bon. Et aussi on sait que sous Nagelsmann, le Bayern avait le défaut de concéder des buts, aussi, ça avait été problématique. Oui. Là, on a l'impression que c'est comme si Nagelsmann avait choisi d'être plus pragmatique tout d'un coup. On a serré les boulons un peu plus. Puisqu'on n'a pas les moyens d'être peut-être le rouleau compresseur en attaque qu'on a, on va solidifier ce qu'on peut. Puis c'est toujours plus facile, je pense, de solidifier la défense. En tout cas, ça prend moins de temps à faire que de travailler sur l'attaque qui demande peut-être plus de temps avant que les choses débloquent. C'est quelque chose qui se construit, disons, sur une période à plus long terme, je veux dire. Oui, alors on peut. Une solution de facilité serait de dire le PSG a été mauvais. Messi est à la retraite. Mbappé a été sevré de ballon. Neymar était absent. Il y avait des jeunes. Aligner ces jeunes en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern quand on a un budget de 900 millions d'euros, c'est lunaire.
On peut trouver des circonstances comme ça en disant, voilà, un mauvais PSG, pas d'idée, pas de lien dans le jeu, pas d'équipe, pas de problème. Sauf que Nagelsmann sort gagnant de cet épisode. Victoire en une mi-temps contre l'Union Berlin, 3-0, terminé. L'Union Berlin qui était à égalité de points à ce moment-là avec le Bayern, sous la neige. On a réglé l'affaire, symboliquement. Après, il peut se passer des choses dans les 10 journées qui restent, mais c'est un signal très fort envoyé aux prétendants. Derrière, Nagelsmann, c'est pas bon au ce moment de la saison. Février, mars, s'il perd 2-3 matchs d'affilée, il va être menacé, disait-on. Oui, mais on en avait parlé, il y a eu 3 matchs nuls consécutifs. On n'avait jamais vu ça au Bayern depuis 1978 quand même. Alors, on pourrait dire, on parlait d'examen tantôt, là, dans le petit cahier de notes des professeurs pour l'étudiant Nagelsmann, on se dit, c'est pas bon par rapport à tes prédécesseurs. Oui, mais... Donc, il était sur le feu de la rampe, comme Guardiola avec Manchester City, là, il n'y a pas longtemps. Et lui, pourtant, il a une longue carrière. Nagelsmann, il est encore jeune. Et quand tu es sur les feux de la rampe et tu as beaucoup de pression, on en avait parlé, j'imagine que même pour lui, ça ne devait pas être évident. Là. Il est soutenu fortement par son directeur sportif Salihamidzic, qui lui-même est très fortement soutenu par 2 présidents et demi sur 3, sachant qu'il y en a un qui est d'honneur maintenant, qui est Uli Hoeneß, qui a sa liberté de parole, mais les 2 autres, Oliver Kahn et M. Heiner, ont tous les 2 un fort soutien dans le dos de Salihamidzic. Donc ça veut dire que par ruissellement, Nagelsmann n'a pas été embauché pour être viré au bout de 6 mois. Ces messieurs comptent sur ce jeune homme à moyen terme. C'est ça important. enlève la pression à Nagelsmann quand même. Mais oui, parce que s'ils le dégagent après 3 matchs sans victoire, ils se déjugent eux-mêmes. Et au Bayern, on préfère quand même si on veut réagir vite, on est un club de pointe, on ne peut pas se permettre de perdre 3 matchs d'affilée. D'accord, j'ai compris. N'empêche que on a envoyé un signal, on l'a pas engagé pour 3 ans, ce qui serait déjà un long terme, on l'a engagé pour 5 ans. Le monsieur a 35 ans et il est là pour se développer en même temps qu'il développe des talents, en même temps qu'il développe les joueurs autour de lui. Au Bayern, on n'a pas les moyens de mettre 200 millions d'euros sur Neymar, donc on prend des joueurs d'un standing inférieur et on espère, avec l'expertise de l'entraîneur, avec sa capacité à communiquer avec des gens de la même génération que lui, c'est important, qu'il va les améliorer pour que le Bayern en profite à la marge ou à l'essence même du jeu, comme c'est le cas avec Moussiala, bien sûr. Oui, ben ça arrive à un moment où on commence à avoir des changements dans la formation, c'est-à-dire que les vétérans arrivent à un âge où ils ont donné leur meilleure saison, pendant que là, tu as une jeunesse pleine de talents qui arrive. Tu as parlé de Moussiala, c'est un exemple, entre autres, puis on pourrait parler de Matistel et d'autres jeunes, mais c'est ça, il y a comme une génération qui pousse, puis même les joueurs qu'on a recrutés, c'est aussi des jeunes, là, ou pas Mécano, il n'est pas encore à ce que j'appellerais là, au sommet de ses capacités. Il n'a pas encore atteint l'âge, disons, là, où il a joué à son meilleur. Mais on savait qu'il y avait de la marge chez lui. On est allé le chercher. Donc, Nagelsmann arrive dans un contexte au Bayern où on veut faire un virage en douceur. C'est-à-dire que oui, on veut rester au sommet. Ça fait partie des principes au sein de ce club. Le soutien. Mais à un moment donné, on a la réalité qu'il y a des joueurs qui vieillissent puis il faut les remplacer. Alors, on commence une transition. Et pourquoi ne pas aller chercher un entraîneur qui va les diriger pendant 4-5 ans, justement? Exactement. Et des choix ont été faits, des choix forts, des choix difficiles. Je pense que les présidents, les dirigeants ont un peu hésité aussi sur certains dossiers. Comment on gère les incartades mineures, mais incartades tout de même de Serge Gnabry sur le banc. Comment on gère l'inconsistance hallucinante à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres exemples en fait, de Leroy Sané sur le banc. Et ces messieurs, quand ils entrent, parfois maladroitement, mais essayent d'apporter quelque chose. On sent qu'ils se mettent au service du groupe. Mais on sent aussi que quand ça fonctionne moins bien, le groupe n'en pâtit pas autant. Ouais. Parce qu'on a une ossature, comme je dis, plus solide, alors qu'au PSG, ben, quand il y a les frasques d'un Neymar ou quand Mbappé s'en va aux États-Unis à un moment donné et qu'on laisse couler comme ça, on n'a pas l'ossature de l'effectif autour. Et tu as la disparité dont tu parlais tantôt par rapport au salaire, les montants. On a l'impression que la disparité est trop grande entre les joueurs vedettes et les autres.
Donc, et ça paraît collectivement, alors du côté du Bayern, oui, on sait comment gérer la situation, mais aussi on se doute que quand les choses vont moins bien, on ne pèse pas sur le bouton panique et on sait qu'on a un collectif, on a des joueurs autour qui peuvent, parce que l'écart est moins grand entre chaque joueur, si tu veux, entre différents talents. Et donc, on sait qu'il y a de la compétition interne aussi, hein, qui permettent à ce que la machine reste quand même à ce que j'appellerais, là, si on a un seuil de satisfaction, un seuil de tolérance par rapport au jeu collectif, on sait qu'on n'ira pas en dessous de ce seuil-là, jamais. Oui, tu as raison de parler de concurrence. La concurrence interne, très importante. Kingsley Coman, aujourd'hui, est un légitime titulaire et Sané et Gnabry doivent se bouger pour prendre leur place. Non, mais même Moussiala change de position, puis des fois va voler une de leur place à un moment donné aussi. Oui, Faut le dire. Et là, tu as tout... Sadio Mané qui est revenu. Attention. Voilà, Lui aussi voilà. joue sur ces flancs-là. Puis lui, c'est un gros travailleur. Hein? Alors, pour Gnabry et puis pour des joueurs comme Sané, là, attention, là, ça ne sera pas des titularisations faciles là, pour le restant de la saison. Choupo-Moting n'est pas Erling Haaland, mais c'est un parfait modèle de joueur collectif qui peut être adroit dans la remise, qui peut être buteur aussi. Il a marqué une dizaine de buts en championnat, ça n'est pas du tout honteux. Et il a marqué contre son ancienne équipe, profitant d'une Matistel, erreur de Marco Verratti d'ailleurs. Matistel, Les anciens bien sûr. Parisiens ont fait. Coman a marqué aussi. Les anciens Parisiens ont fait mal. Hein? Je Toujours. me permets d'en profiter de le souligner, là, vite, vite. Matistel apporte sa fougue sur 10, 15, 20 minutes en attaque. Ça soulage aussi tout le monde. Il a un peu de temps de jeu. Le seul dossier compliqué et assez mal compris de l'extérieur, c'est le jeune milieu de terrain venu de l'Ajax, Ryan Gravenberch, qui lui n'a pas de temps de jeu. Et c'est un peu dommage parce qu'il est quand même à l'aise. C'est un joueur qui a une vraie qualité footballistique. On voit, il a une stature, mais il n'a pas encore de statut. Et Peut-être l'an prochain, je dis bien peut-être. Goretzka et Kimmich ont retrouvé doucement, il leur a fallu du temps, mais on leur a donné de la crédibilité aussi. Et puis derrière, on a grimpé d'un cran. Avec le retour de Mazraoui, en plus, ça va faire une concurrence supplémentaire. Alphonso Davies retrouve de la vélocité, de l'énergie, des idées. Il commence à refaire peur aux attaquants adverses. Et puis, la défense à 3 avec un Pavard, un Upamecano et un De Ligt. Ça, c'est solide, c'est costaud, c'est fort. Oui, ouais. Nagelsmann va se présenter sur les 10 dernières journées, plus le match de coupe, je crois que c'est contre Fribourg, qui va être énorme, plus le match de Ligue des Champions contre Manchester City, avec une équipe. Il a un collectif derrière lui, il a fait des choix, il a convaincu par ses choix. Tout n'est pas top niveau, mais on a un Bayern crédible au mois de mars. Et c'est ce qu'on espère quand on est le Bayern à ce moment-là, c'est-à-dire rester en course dans les 3 compétitions au moment où ça compte. Les 2-3 matchs qui viennent de se passer, qui ont compté, ils les ont gagnés. Et maintenant, on lâche les chevaux. Oui, on lâche les chevaux, mais on l'a dit tantôt un peu plus tôt, et là, cette fois, on va l'aborder de front tout de suite avant de passer à la Ligue Europa. On a eu le tirage au sort quelques heures avant que l'enregistrement de cette émission. Et on sait maintenant que Chelsea jouera contre le Real Madrid, que l'AC Milan jouera contre Naples. L'Inter Milan sera opposé au Benfica, la surprise du chef dans cette compétition en ce moment. Et le Bayern Munich, on l'a dit tout à l'heure, sera opposé à Pep Guardiola et à Manchester City. L'affrontement aura lieu le 11 avril. Donc, c'est pas tout de suite. Mais à quoi peut-on s'attendre dans cet affrontement-là où, comme je disais plus tôt, Alain a déjà joué en Allemagne, il connaît bien donc le Bayern comme adversaire. Pep Guardiola a déjà été entraîneur du Bayern. Il a laissé sa marque d'ailleurs quand même, on le voit là, dans certaines choses que le club fait. Et dans le discours, on sent que Guardiola a apporté quelque chose au Bayern. Hein? On ne sort pas beaucoup de choses négatives hein, par rapport au passage de Guardiola là-bas, même si c'était peut-être critiqué à une certaine époque. Le défi, ça va être, entre autres pour Nagelsmann, ça va être de trouver une façon pour être certain que la machine de Manchester City ne soit pas aussi fluide comme ce qu'elle a montré au match retour contre le RB Leipzig. Parce que s'il y a bien un moment où, justement, on a lâché les chevaux, c'était dans ce match retour, on l'a évoqué tantôt. Et si jamais ça redonne confiance et que Guardiola, à ce moment-là, est plus à l'aise de faire des choix, ça pourrait donner un affrontement très intéressant contre un Bayern Munich qui est peut-être un peu plus pragmatique que d'habitude, mais qui pourrait trouver, avec le retour de Sadio Mané en santé et de certains cadres qui commencent à reprendre un peu du galon, tu as parlé d'Alphonso Davies, mais ça pourrait donner un affrontement
super intéressant en quart de finale, David. Mais là, on est un peu à l'avance par rapport à ça. Alors, je ne vais pas te demander une prédiction tout de suite. Mais disons que le portrait de la situation au moment où on se parle, on s'attend à ce que ce soit très serré, mais ça peut aller d'un côté comme de l'autre. On ne va pas se le cacher. Exactement. C'est assez d'égal à égal cette affaire-là. Je ne parle pas de budget, euh, Non, mais, en euh, effet. mais sur les compétences, sur la force collective, on est sans doute assez proche. J'ai souvenir que le Bayern n'a pas toujours réussi très bien ses campagnes européennes lorsque le tirage lui avait été favorable ou lorsqu'il était totalement favori. Lorsque il a disputé sa dernière, c'était peut-être encore la Coupe UEFA à l'époque, Europa League désormais, il était favori et il n'a pas gagné. Et alors là, c'est l'inverse. Ce printemps, c'est l'inverse parce que le tirage a été effectué aussi pour le tour d'après. Et le Bayern va jouer Manchester City et ensuite, puisque de mon point de vue, il va se qualifier, il jouera le Real Madrid. Manchester City, Oh, Real oh, Madrid, oh. quart de finale, demi-finale. Vous arrivez ensuite en finale contre Benfica, qui va être favori de l'autre côté, avec Naples en gros outsider, bien sûr, puisque les deux clubs milanais sont risibles en ce qui concerne la comparaison par rapport aux meilleures équipes européennes du moment, actuellement. Naples est bien meilleur que les deux Milan. Et Mais c'est Benfica, clair que, sans vouloir trop présumer, il y a une moitié de tableau qui est beaucoup plus oui, forte qu'un autre, là, sur papier du moins, sur papier. mais je pense que pour des compétiteurs comme Kimmich, comme Goretzka, même un Choupo-Moting, comme De Ligt, comme Upamecano, Jan Sommer va vouloir aussi briller. C'est sa première saison après tout. Et pourquoi pas faire un gros coup, le jackpot, messieurs, dames. Et ces joueurs-là vont être hyper motivés contre Manchester City, avec l'idée derrière peut-être, si jamais on pouvait se qualifier, 50-50 de mon point de vue, de retrouver le Real Madrid, Benzema, un club avec des dizaines, non, j'exagère, des tonnes et des tonnes de trophées dans cette compétition. Mais qui semble continuer à marcher sur l'eau comme l'an dernier d'une façon qui est juste, excuse-moi, là, mais pas croyable du tout. Quand je les ai vus contre Liverpool, je me dis, ben non, pas encore. Là. Ça peut pas durer plus qu'un an, le fait qu'ils soient capables de marcher sur l'eau et que tout le réussit. À un moment donné, il faut que les miracles prennent fin à un moment donné. Et je veux bien donner du crédit au Real Madrid pour plein de choses, mais à un moment donné, il y a cette espèce de. On ne sait pas tout comment dire. Nous, ici, on a une expression, c'est les fantômes. On dirait que les fantômes sont sur le terrain pour favoriser le Real. Mais je blague un peu. Ça n'enlève rien aux qualités de l'effectif qui est en place. Mais je me dis que si jamais il y avait une demi-finale, Bayern contre le Real Madrid, s'il y a bien une équipe qui, par son histoire et qui mentalement serait capable de tenir la dragée haute à une équipe qui marche sur les eaux, ça serait bien le Bayern. Mais encore là, on va attendre une étape à la fois. Il faut passer l'étape de Manchester City. Oui, Et Manchester, on le sait que Pep Guardiola, il veut gagner oui, la bien Ligue des sûr. Champions et il est capable de le faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le critiquent parce que il a gagné avec Messi et tout ça, mais il a gagné à une époque où il n'avait pas beaucoup d'expérience non plus. Et bizarrement, il gagne la Ligue des Champions comme beaucoup d'entraîneurs révolutionnaires gagnent aussi dans les premières années de leur règne. Après, c'est plus difficile à répéter, mais il n'est pas le seul qui est passé par là. Et je pense que ça prouve que la réalité de la Ligue des Champions n'est pas nécessairement toujours faite pour des entraîneurs qui ont des idées révolutionnaires, peut-être un peu dogmatiques à la rigueur, même si j'aime pas utiliser ces termes-là. Mais en même temps, Nagelsmann aussi est vu comme un entraîneur avec des idées, même si probablement que le cadre du Bayern l'impose d'être pragmatique plus rapidement. Moi, c'est surtout il va y avoir cette confrontation-là tactique qui, pour moi, va être intéressante à suivre. Il va sans doute avoir des surprises dans ces affrontements-là. Peu importe le résultat, là, comment tout ça va se terminer. Oui, mais c'est motivant pour les joueurs, bon, des deux côtés, bien sûr. Mais pour le Bayern, qui sera peut-être un léger outsider, puisque tout le monde fait de Manchester City quand même le principal favori de cette compétition cette année. Mais c'est motivant pour Nagelsmann aussi. C'est évidemment parce que en Allemagne, il y a cet énorme débat toutes les semaines sur les plateaux. On scrute les termes employés à propos de Nagelsmann. Talent, talent, talent. Et en Allemagne, talent, ça veut dire on n'a pas encore réussi le grand truc. Et forcément que Nagelsmann va vouloir un jour ou l'autre le réussir. C'est pour ça qu'il s'est engagé sur le long terme pour pouvoir s'essayer. Il s'est pris les pieds dans le tapis contre Villarreal l'année dernière. Ça a été compliqué, une élimination Ah oui. douloureuse. C'est le moment de frapper fort avec des équipes fortes. Et là, il n'y aura pas de problème de motivation, encore une fois. Après, on ne va pas rentrer tout de suite dans les confrontations poste par poste, etc. C'est trop tôt, bien sûr. On en reparlera ultérieurement.
mais c'est extrêmement alléchant. Ça ressemble à une demi-finale ou à une finale. Voilà, Real, Manchester City, Bayern sont les trois grosses écuries qui malheureusement pour 2 d'entre elles se rencontrent dès les quarts de finale. Mais ça va être très bien. Le truc, c'est que je sais qu'on va en dire un mot derrière, Mathieu, sur le bilan général. Le truc, c'est que le Bayern est désormais le seul dans cette compétition. D'une part, il y a Leverkusen dans la petite Coupe d'Europe en dessous, mais On va y ça fait revenir quand, pour finir l'émission. ça fait quand même de grosses choses à assumer. Le Bayern a l'habitude et il est déçu lorsqu'il n'est pas au moins en demi-finale. Mais là, on est dans le maximum. On est dans le maximum Manchester City, pas seulement sur ce gros match contre RB Leipzig, mais sur ce que le club montre en général avec Guardiola à sa tête. Ça va être un choc énorme. De mon point de vue, ça va être proche. Les performances vont être proches. Les deux équipes vont avoir la balle à tour de rôle. Je ne vois pas le Bayern subir pendant une demi-heure ou 40 minutes ou 50 minutes d'affilée. Manchester City non plus. Donc après, on en reviendra à nos poncifs habituels. Il faudra marquer sur les 2-3 grosses occasions qu'on aura et puis la différence se fera comme ça. Ça sera à suivre et ça promet d'être excitant. Et on va passer maintenant, tu l'as dit un petit peu d'ailleurs, dans l'Europa League, la Ligue Europa, où seul le Bayern Leverkusen, on l'a dit tout à l'heure, est passé au tour suivant. Mais avant de parler de Leverkusen, je veux d'abord qu'on parle rapidement de Fribourg. Alors Fribourg, par son classement, n'avait pas à jouer le premier tour éliminatoire de l'Europa League. Malheureusement, son adversaire pour le tour suivant, c'était la Juventus de Turin, pénalisé et qui a connu un mauvais début de saison également en Italie. Pénalisé, je parle au point à cause d'une condamnation suite à un scandale, encore une fois, qui l'afflige. Un énième scandale, diront certains. Mais sur papier, la Juventus reste encore une bonne équipe. Et là, leurs blessés sont revenus tranquillement. Il y a Di Maria qui joue très bien. Bref, Fribourg a été éliminé 3-0 au total des tirs au but, donc aucun but marqué. Est-ce que la bouchée n'était pas un petit peu trop grosse pour Fribourg que la Juventus dans cette Europa League, David? Oui, au moins dans les têtes, parce qu'on l'a bien vu dans la communication d'après-match, Fribourg est très satisfait, ses supporters sont très satisfaits, on a l'impression que le club est très satisfait d'avoir pu se frotter déjà à cette... Mais ça reste une belle expérience. C'est pas une équipe qui a une Voilà. grosse expérience européenne. Ça, on le prend comme un apprentissage, tant mieux alors. Voilà, bien sûr. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, on peut effectivement être un peu déçu parce que Fribourg montre quand même beaucoup de résistance, de qualité, euh, de cohérence dans le championnat et on aimerait que ça se projette un peu plus sur l'Europe. Finalement, non. Il y a eu un moment où on a pu avoir un peu des illusions sur le retour avec le but refusé à Vlahovic, me semble-t-il, à juste titre. Et puis finalement, on en prend un, on en prend deux. Et je pense que actuellement, sur la surface sportive, financière de Fribourg, on est un peu au maximum sur la scène européenne. Ouais, on aurait aimé peut-être passer un tour de plus, mais j'ai bien vu au moment du tirage on se faisait une joie d'affronter la Juventus. Ça voulait dire aussi en creux, le résultat sera ce qu'il sera. On se fait déjà une joie d'affronter un joyau comme la Juve. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas été ridicule du tout. Et maintenant, on va évidemment revenir au quotidien du championnat parce que Fribourg a de grands espoirs de se qualifier pour l'Europe encore la saison prochaine. Et pour un club comme ça, où il n'y a pas de bons financiers d'un seul coup, on doit progresser sur le moyen terme. On doit progresser saison après saison. Ce qui veut dire que plusieurs campagnes européennes successives seront déjà une victoire et déjà un très bon signe, Mathieu. C'est une équipe, de toute façon, je trouve, qui amène beaucoup de stabilité en Allemagne. Ils sont bien dirigés. Il y a de la stabilité sur ce plan. On sait où on s'en va. De perdre au total des buts en 2 matchs, 3-0 contre la Juventus, ben, ça dénote que Fribourg n'a pas un écart aussi grand qu'on aurait pu le croire, même si ça s'avérait imposant comme adversaire à négocier. Alors, en ce sens-là, chapeau. Si ça peut servir d'apprentissage, j'ai hâte de voir l'an prochain. Mais ils vont se concentrer effectivement sur le fait de se classer à nouveau dans une compétition européenne pour l'année prochaine. On va parler maintenant de l'Union Berlin qui affrontait l'Ajax Amsterdam au premier tour et qui ont éliminé cette équipe légendaire des Pays-Bas. 3-1 au total des tirs au but. Le tour suivant, c'était contre l'équipe belge de l'Union Saint-Gilloise. On se disait que c'était peut-être un adversaire prenable, mais finalement, l'équipe belge a surpris. L'Union Berlin, au total des tirs au but, donc, total des buts, pardon, 6-3.
C'était quand même 3-3, si je ne m'abuse, au match aller, mais au match retour, il n'y a rien qu'à fonctionner. L'équipe belge est passée. Après avoir éliminé l'Ajax, comment on explique que l'Union Berlin ait pu trébucher comme ça? Et je ne veux pas minimiser l'Union Saint-Gilloise comme équipe belge en ce moment. Ça reste une très bonne équipe. Mais comment on explique que du côté de l'Union Berlin, on ait pu trébucher de la sorte après avoir battu quand même une pointure? L'Ajax Amsterdam, certes, c'est pas tout à fait comme à l'époque de Johan Cruyff, là. On va arrêter avec ça, mais ça reste une équipe historique qui a une longue histoire dans les compétitions européennes, même il n'y a pas si longtemps en Ligue des Champions. Hein, on se rappellera de ce parcours mémorable de l'Ajax Amsterdam juste avant la pandémie, entre autres. L'Union Berlin arrive à battre cette équipe-là, c'est quand même impressionnant, mais là, tu trébuches comme ça au tour suivant. Comment on explique ça du côté de l'Union Berlin? Est-ce qu'on peut parler d'une déception ou si c'est vraiment l'adversaire qui était plus surprenant qu'il n'y paraît ou plus fort qu'il n'y paraît finalement? Non, c'est pas plus fort. Il y a deux éléments assez simples, je trouve. Le premier, c'est que l'Union Berlin est en train de caler. On l'a vu avec la terrible défaite contre le Bayern. Mais c'était le Bayern. Bon, ils ont calé. Ils sont un peu moins forts, un peu moins. Ben, il ne Un devrait peu... pas finir la saison dans le fond du trou. Je pense pas qu'il. Quand on Oui, voit la stabilité de cette équipe-là, tout à moi je ne les fait. voyais pas champions, là, à moins d'un parcours, pour te citer un de tes articles, un parcours à la Leicester. Ça aurait pu arriver, remarque. Ouais. Mais si on suit une certaine logique, ça aurait été un peu impensable. Mais en même temps, quand on regarde le travail en amont que fait cette équipe de l'Union Berlin depuis qu'ils sont revenus en Bundesliga, en premier niveau, puis il ne faut pas oublier qu'ils étaient en quatrième division il y a un peu plus de 15 ans de ça. C'est tout un parcours que cette équipe-là fait, c'est demandé beaucoup. Alors, on peut être, comme on dit, pas complaisant, mais on peut être, disons, généreux, on peut être un peu, disons, souple par rapport à cette élimination. Mais je me demandais quand même s'il n'y a pas une opportunité ratée quand même par rapport à l'Union Saint-Gilloise, même si effectivement, on vit une période, je suis d'accord avec toi, peut-être une période un peu plus difficile. Pour parler simplement, en Allemagne, il y a consensus pour dire que Bayern, Dortmund et Leipzig sont plus forts. Donc, Union Berlin va viser la quatrième place qui serait qualificative pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est l'objectif, annoncé ou non, c'est l'objectif du moment. Le problème qu'il y a eu en Coupe d'Europe, c'est que Union Berlin est beaucoup plus fort face à des équipes qui attaquent. Or, l'Union Saint-Gilloise n'est pas une équipe qui attaque, c'est une équipe qui fait Ah, de l'anti-jeu. Et ça, c'est pas, on n'aime pas trop ça. À l'Union Berlin, on a du mal à jouer contre ça. On va voir. Au tour suivant, il y a Leverkusen qui va rencontrer l'Union Saint-Gilloise. Je ne vous dirai pas ce que j'attends, mais j'attends quelque chose de la part de Leverkusen pour nous montrer le vrai niveau. Voilà. Mais mais Union Berlin, moins à l'aise. les Verkusen, c'est la prochaine question. Garde-le pour la prochaine question. Non, non, mais voilà, c'est les deux éléments que je voulais donner. C'est que il me semble quand même que parce que l'Union Berlin, ça court beaucoup, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis et mentaux aussi. Tu as raison de le dire. On n'a pas l'habitude de jouer aussi ces campagnes-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que là, il avait un adversaire qui lui correspondait pas très bien. Et voilà, on s'arrête. C'est un peu là aussi, c'est un peu dommage parce que le bilan à l'arrivée, il est assez maigre quand on additionne les qualifiés et qu'on les met face à la colonne des éliminés. Mais il n'y a pas de scandale, il y a pas de, on n'est pas ridicule, on est un peu court. Voilà, c'est dommage, mais encore une fois, l'objectif pour Union Berlin, je pense que ça circule à tous les étages du club. L'objectif, c'est d'aller arracher, ce ne serait pas péjoratif, hein, mais aller arracher une quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions de l'année d'après, et ça serait quand même l'événement principal. Parce que Union Berlin joue d'abord le maintien quand elle est en première division. Hein, donc, et aujourd'hui, on est en train de dire qu'il n'y a que 3 équipes qui seraient peut-être plus fortes en Allemagne. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Et c'est la grande victoire de Urs Fischer et de ses hommes. Donc voilà, je me contente de ça, mais là aussi, un peu de frustration, conformément à tout ce qu'on a dit avant sur les autres équipes, on aurait aimé franchir un tour de plus. C'est clair, Mathieu. Ah oui, mais cette équipe-là qui est marquée par une grande humilité, qui continue toujours de surprendre. Il y a une éthique de travail là-bas qui toujours, 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 grâce à Urs Fischer. Et là, on peut le dire, là, parce que là, c'est pas juste le fruit d'un miracle d'un an. Là, ça fait 3-4 ans qu'ils sont comme ça. C'est pas le fruit du hasard. Alors, moi, j'espère qu'on va les revoir, en tout cas dans les compétitions européennes. Et j'espère qu'ils auront appris, eux également, eux aussi, de cette expérience-là.
Mais tu l'as dit, je m'attendais à cette réponse-là, mais je suis content de te l'entendre dire. Ils étaient face à un adversaire qui avait une identité similaire et c'est ce qui les a un peu piégés. Et ça fait partie aussi des leçons. En revanche, mais ça, on va reculer à quelques mois en arrière, si tu te souviens bien. Rappelle-toi, on parlait de Bayer Leverkusen en crise en début de saison. On fait venir Xavi Alonso, l'ancien joueur milieu de terrain légendaire qui a été tout partout en Europe, puis qui est un des rares joueurs à avoir bien performé partout où il a joué. Ça a été le même joueur, même éthique de travail, même qualité, rien à dire. Et on attendait, on l'avait dit, toi et moi, le retour de Florian Wirtz. C'est comme par hasard, il revient au moment où Leverkusen réussit sa qualification et commence son tournoi d'Europa League contre l'AS Monaco au premier tour de la ronde d'éliminatoire. Ça se décide de manière très serrée au tir au but, d'une certaine façon. C'est Leverkusen qui passe. On tombe contre le club hongrois de Ferencváros. Et là, cette fois, on ne laisse aucun doute. On gagne 4-0 au total des buts. Match aller et retour. Et en Allemagne, en même temps, Leverkusen est sur un élan, remonte au classement lentement mais sûrement. Clairement, le retour de Florian Wirtz, ça fait un bien fou. En même temps que peut-être Xabi Alonso a stabilisé un peu ses choix, a trouvé une façon, disons, à ce que ses joueurs croient à ce que lui veut mettre comme identité, comme éthique de travail, ce qu'il veut voir, de ce qu'il attend de ses joueurs. Alors là, Leverkusen reprend des couleurs, retrouve la voie du succès et c'est en train de lui réussir en Europa League puisque c'est la seule équipe qui s'est qualifiée pour le tour suivant et il va affronter justement l'Union Saint-Gilloise le 13 avril prochain pour ses quarts de finale en Europa League. Est-ce que je résume assez bien quand même les succès de Leverkusen ou s'il y a d'autres éléments qu'on peut rajouter sur ce bonheur retrouvé au sein de cette formation? Finalement, David, après des mois de patience, de tristesse et de contre-performance qui plaçaient l'équipe en mauvaise posture et même à risque d'une relégation à un moment donné. Si j'ai bien compris ce pourquoi je suis apprécié dans notre métier, c'est l'art de la synthèse. Donc là, je vais te faire l'art de la synthèse, Mathieu, on va gagner du temps. Je vais te résumer la situation en un mot. Allez, 2 pour que tout le monde comprenne. Florian Wirtz. Voilà, c'est réglé. Vous mettez ce joueur sur le terrain et vous pouvez rêver à la finale d'une Coupe d'Europe comme l'Europa League. Joueur exceptionnel et qui a enfin pu revenir après de longs mois d'absence. Et qui transcende littéralement les joueurs autour de lui par son jeu. C'est facile comme explication, c'est sans doute hâtif, mais là, pour le coup, avec un joueur comme ça, vous n'êtes pas la même équipe. Et puis Xabi Alonso, qui a quand même eu l'habitude de côtoyer lui-même sur le terrain, au Bayern et ailleurs, des superstars, va pouvoir savoir comment gérer le prodige. Et là, on a un vrai prodige, et je suggère à nos internautes fidèles de tendre une oreille et idéalement un œil, s'ils en ont les moyens, sur les prochains matchs de Florian Wirtz avec le Bayer Leverkusen. C'est un joueur d'exception. Il a une facilité de jeu qui paraît un peu moins virtuose que Jamal Musiala, qui multiplie les contacts de balles. À Wirtz, c'est plus comme ça, tac, tac, et hop, c'est réglé. C'est un joueur qui clarifie le jeu de manière hallucinante, vraiment. On n'a pas vu ce talent-là depuis Kai Havertz à Leverkusen. Ça date pas de longtemps, mais on estime même qu'il est meilleur qu'Havertz. On va voir maintenant s'il peut porter une équipe qui, effectivement, tu as raison de l'avoir rappelé, a eu des trous, a eu des manques, est loin encore des cadors du championnat, ce qui veut bien dire qu'elle a quand même un niveau moyen, globalement. Et ben, c'est le moment. Quart de finale de Coupe d'Europe contre un club belge, disons, prenable. C'est pas irrespectueux de dire ça. C'est le moment de s'exprimer, c'est le moment de marquer des buts, c'est le moment de s'autoriser en marquant justement des buts, quelques erreurs éventuellement, et hop, direction les demi-finales. Florian Wirtz. Et qui sait, peut-être un parcours à la Francfort comme l'an dernier, même si on risque de retrouver en demi-finale peut-être l'AS Roma de José Mourinho, et advenant le cas qu'on sera en finale, ben là, ça risque d'être peut-être la Juventus ou peut-être Manchester United, pour qui tout va très bien sous Eric Ten Hag en ce moment là, en Angleterre. Alors, ça va être un peu difficile, mais bravo à ce retour en grâce et un retour en force du Bayer Leverkusen, qui est un club pour qui j'ai une certaine affection aussi. Et j'aime bien aussi Xabi Alonso comme joueur. Je suis content de l'avoir qui peut réussir comme entraîneur. Et Florian Wirtz, lorsque j'ai pu voir ce joueur-là évoluer, on sentait le potentiel, c'était évident, puis on en avait parlé depuis les débuts du podcast.
Et ce qui est bien, c'est qu'après sa longue absence sur blessure, de le voir revenir comme ça, dans de bonnes dispositions, parce qu'on a toujours des craintes qu'un retour au jeu après une longue absence, ça prenne du temps. Ça a pris un certain temps, mais là, il semble avoir retrouvé ses marques. Alors là-dessus, je suis très encouragé. Alors bravo. Cet affrontement-là, comme je disais, aura lieu le 13 avril prochain, alors que du côté du Bayern Munich, c'est le 11 avril qu'aura lieu le premier match de ces quarts de finale en Ligue des Champions contre Manchester City. On aura l'occasion d'y revenir dans le prochain épisode du podcast sur ces quarts de finale des deux compétitions. Et David, pour conclure l'émission, je veux qu'on revienne sur un sujet qui a fait les manchettes ces derniers jours. C'est cette entente entre le Bayern Munich et une équipe de MLS, les champions en titre de la dernière saison, le Los Angeles FC, qui ont décidé de s'associer. Une collaboration en fait inattendue, pour dire le moins, mais une association sous forme collaborative, qui va s'accompagner en fait de la création d'une entreprise conjointe, le Red and Gold Football. Red étant la couleur du Bayern et le Gold, l'or, étant l'une des couleurs de Los Angeles FC, qui sera situé à Munich, dans laquelle les parts à 50% seraient partagées entre les deux clubs, et une entente qui a pour but de dénicher, de promouvoir des jeunes talents de demain qui seraient partagés donc avec l'expertise entre les deux clubs. C'est pas la première fois, par contre, que le Bayern a son œil sur la MLS, sur les jeunes comme ça. Bon, le recrutement d'Alphonso Davies en est un bel exemple, pour ainsi dire. Et il y avait aussi parfois un recrutement avec d'autres clubs en MLS qui a vu le jour. Mais là, on parle d'un partenariat, on parle pas d'une synergie comme, par exemple, Citigroup avec Manchester City et New York City FC ont en ce moment, ou la synergie CF Montréal et Bologne, puisque c'est le même propriétaire, et même chose pour la synergie Red Bull, par exemple, Red Bull New York, Salzbourg et le Red Bull Leipzig, RB Leipzig, bien sûr. Là, ici, on parle d'un partenariat pour développer la jeunesse. Et Oliver Kahn avait même dit, à la suite de cette entente-là, qu'au niveau international, le football se développe d'une manière très, très dynamique et ça se voit sur le marché des transferts. Et sachant que le Bayern n'est pas une équipe qui aime, à l'instar de d'autres équipes européennes, aime à surdépenser et aime à regarder du côté de la jeunesse et qui ne regarde pas avec mépris ce qui se fait ailleurs, ça peut se voir comme étant un accord logique, même si Los Angeles FC a une image ici un peu bling-bling, il y a quand même, à la base, étant donné les limites du cap salarial que nous avons à MLS, il y a la possibilité pour l'équipe de développer des jeunes joueurs pour former une ossature. Alors, ça veut dire que cette annonce-là, c'est un projet d'envergure. Et donc, d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté du Bayern ou de Los Angeles FC, c'est clair que ça va attirer des pépites, il va y avoir un échange par rapport à ça. On en a beaucoup parlé de ce côté-ci de l'Amérique du Nord. Donc, pour conclure, j'aimerais t'entendre, David, ce qu'on en dit dans les médias allemands, parce qu'on en a certainement parlé dans les médias allemands de cette entente-là, parce qu'il y a un club comme le Bayern qui a un rayonnement international. Ça m'étonnerait que les médias allemands aient passé sous silence un accord de la sorte entre une équipe MLS, certes assez riche, et une équipe historique en Allemagne qui domine le marché européen, voire mondial. Oui, on est assez discret malgré tout, Mathieu. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. C'est le moment de la saison où sportivement ça se joue, donc il y a un intérêt sportif du public et des médias. C'est une chose, peut-être. La galaxie Red Bull est vue avec beaucoup de méfiance en Allemagne. On a beaucoup de mépris en dehors de Leipzig pour la façon dont Leipzig profite de ces différents satellites. Leipzig n'étant pas le centre de Red Bull, c'est en Autriche que ça se passe, mais vous comprenez bien ce que je veux dire, avec New York, avec Salzbourg, avec d'autres endroits encore, le Brésil, me semble-t-il. Voilà, on a du mépris pour ça et du coup, je pense que ça participe aussi du moindre attrait médiatique pour le moment. Et puis Hassan Salihamidzic, le directeur sportif, qui a bien compris qu'il fallait s'inscrire au Bayern, pas seulement dans le recrutement de joueurs chers, parce qu'il y a des équipes qui ont plus de moyens en Europe, en Angleterre en particulier, et dans les Yvelines, pour ce qui concerne le Paris Saint-Germain, qu'il fallait donc insister sur la formation, la jeunesse. On a déjà parlé dans le fil de notre podcast, et il a délivré un discours très tiède à ce sujet, très, très convenu, en disant que ça allait permettre au Bayern de renforcer aussi les aspects de formation, d'échange, de temps de jeu pour des jeunes talents.
Tout ça est assez convenu, mais tout ça est quand même malgré tout assez logique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la mission qui a été donnée à Nagelsmann, c'est là qu'on veut qu'il réussisse, que ce soit annoncé ou non, c'est qu'il ait entre les mains des jeunes talents et qu'il les fasse progresser. C'est là que les meilleurs entraîneurs sont d'ailleurs. Si on oublie ceux qui gèrent uniquement des stars, comme peut-être ce petit cercle avec Guardiola, avec Ancelotti, avec Mourinho et encore. Pour les autres, il faut être capable de faire progresser des joueurs pour leur donner une meilleure valeur financière, une meilleure valeur sportive et pour que le club en profite dans tous les sens du terme. Je pense que dans cette logique-là, on est là-dedans. Après, ça m'amuse que tu parles du côté bling-bling de Los Angeles parce qu'il y a un petit côté bling-bling aussi à Munich, enfin au Bayern, vu du reste de l'Allemagne. Oui. Le Bayern, c'est... Mais qui est mince en comparaison peut-être de d'autres clubs en Europe. Absolument. Sans comparaison, parce que le Bayern s'est forgé à la force du poignet au fil des décennies, avec une croissance, une progression dans les années 50, 60, etc., 70, où on a gagné plusieurs Coupes d'Europe d'affilée, et on n'a pas profité d'un mécène quelconque. D'ailleurs, ce n'est pas autorisé en Allemagne. Mais je me demande, mais rapidement, là, en quelques secondes, si ce genre d'entente-là, ça ne reflète pas un peu ce que tu nous disais par rapport à depuis qu'Oliver Kahn est arrivé à la présidence de l'équipe. Un Une fois élément que aussi. Lyonnais et les autres sont partis, Ouais. c'est clair que même si le Bayern a un fondement de base qui ne changera pas, on a quand même une vision pour l'avenir. Est-ce que ça ne s'inscrit pas un peu dans la façon qu'a Oliver Kahn de voir un peu son Un chef plan, sa d'entreprise. vision du club Oui. à plus long terme? Oui, c'est vrai. L'élément économique, effectivement, on est dans une gestion plus froide. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas humaine non plus. Kahn a aussi évolué dans son rapport avec les gens autour, bien sûr. Hein. C'était Et pas puis, quelqu'un de très froid comme joueur, comme personnalité non plus. oui, mais c'est pas le, je prends par l'épaule systématiquement comme Lyonès pouvait faire avec ses protégés. Oui, C'est une autre gestion le managériale, côté paternaliste. câlin, c'est ça, ouais. Oui, l'humanité est moins évidente, est moins frappante, on va dire. Et donc on est là-dedans peut-être aussi, oui, dans la dimension économique, dans le fait de vouloir inscrire le Bayern sur le plan de la trajectoire économique et financière dans ce peloton des clubs, on les connaît. Il y a les deux Manchester, il y a éventuellement un club ou deux à Milan, il y a Chelsea, il y a le Real, il y a peut-être le Barça, mais aujourd'hui, on commence à réellement en douter Il sur là le plan là. financier. Oui, il y a peut-être la Juve, éventuellement Dortmund, et puis c'est à peu près tout. Donc on veut s'inscrire absolument là-dedans, et donc on doit renforcer, on doit suivre un peu les tendances aussi. Et j'insiste sur le côté formation des jeunes, parce que pour moi, c'est la clé pour rester compétitif. Ça apporte quelque chose, même si vous êtes obligé de faire venir un Delirte, un Upamecano, qui sont déjà des joueurs affirmés au moment où ils viennent. Mais eux aussi doivent continuer à progresser. On est là-dedans. Ouais, je pense qu'on a donné 2, 3 éléments là d'explication, et on va voir, on en reparlera si nécessaire, si le flux médiatique gonfle. Ouais, ça va peut-être se produire, mais d'un autre côté, ce genre, moi, je considère ça malgré tout comme une bonne chose, ce type de partenariat, parce que, bon, j'ai peut-être une optique un peu nord-américaine, il faut m'en excuser, mais pour une ligue comme la MLS, ça veut dire qu'on est quand même pris au sérieux finalement par un club européen qui est imposant. Mais c'était déjà le cas avant, mais là, c'est comme si ce rapprochement-là devenait un peu plus légitime ou prenait une visibilité à un autre niveau, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus concret par rapport à comment ce genre d'entente-là intervient. Même si c'est juste entre deux clubs, on aurait souhaité peut-être une entente peut-être un peu plus large, mais probablement que ça va en favoriser d'autres parce que l'Allemagne semble être un territoire fertile pour des joueurs de MLS quand on regarde le recrutement. Alors moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait différents accords qui surviennent entre la MLS et l'Allemagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres zones européennes qui ne vont pas non plus sauter sur l'occasion, mais tant mieux parce que ça change un peu de l'image qu'en Europe on peut avoir de la MLS, mais en même temps, ben, ça ouvre, tu l'as dit, une porte pour des jeunes joueurs sur des possibilités de carrière, alors qu'à une certaine époque, même quand la MLS existait, ça augmentait certes les possibilités de carrière, mais là, on voit plus grand. On voit plus grand, il y a une optique plus grande. Oublions pas qu'il y a une Coupe du Monde qui va avoir lieu ici, en Amérique du Nord, en 2026. Ça s'inscrit aussi dans cette logique-là.
Moi, je me dis qu'il y a quelque chose de bien, puis je trouve ça plus intéressant que ce que la FIFA propose en ce moment. Je fais une petite pique ici au moment où on se parle, en particulier après la réélection, la main levée. Mais bon, voilà, j'ai fait passer mon côté éditorial à mon tour. Parce que là, bon, on a assez écrasé le PSG comme ça là, depuis le début, donc il fallait trouver quelque chose. Enfin bref, on va conclure là-dessus. David, merci encore une fois infiniment. Le printemps approche. Je te souhaite de retrouver les Verts très vite en même temps que de continuer d'assurer, bien entendu, la couverture du football allemand comme tu le fais si bien sur RFI, sur RTL, notamment sur les podcasts d'Eurosport. Même si Eurosport, c'est également là où tu écris. Je tiens à le dire aux gens qui l'oublient déjà. Et je te souhaite également donc une heureuse arrivée du printemps. Mais je t'annonce d'avance que pour le prochain épisode, certes, on va revenir encore une fois sur la suite de la Bundesliga et des compétitions européennes pour les 2 clubs allemands qui nous restent sous la main. Mais on va parler aussi, puisqu'on tombe dans cette période-là en ce moment, on va parler de la Mannschaft, parce que c'est le retour de la Mannschaft et des compétitions internationales. On va en glisser un mot dans le prochain épisode en avril, David, si tu veux bien, pour voir si l'après-Coupe du Monde avec Hansi Flick, comment ça se passe? Les choix de l'effectif et les résultats qu'on a eus. J'aimerais qu'on en glisse un mot dans le prochain épisode. Et j'ai bien hâte donc de te retrouver d'ici 3 semaines, 1 mois. Absolument, il y aura forcément un peu de sang neuf et ça va être intéressant aussi à l'échelle de l'équipe nationale. Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu et merci beaucoup à tous. Et merci également à tous les auditeurs et les auditrices qui nous suivent religieusement sur ce podcast diffusé par le Cannes Football Club Plus que vous pouvez retrouver sur Spotify, Google Art Radio, Deezer et même Podcast Addict pour le téléphone cellulaire ainsi que d'autres moyens de diffusion comme iTunes par exemple. Et sur YouTube, pour ceux qui veulent nous voir et voir nos réactions et les émotions sur nos visages, pour ceux qui veulent, pour ceux qui aiment le visuel, en fait. Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode du Casa Foot. On se retrouve d'ici 3 semaines, 1 mois. Portez-vous bien. On se dit donc à très bientôt. Allez, salut.